et tous ces ingrédients sont broyés ensemble dans les eaux de crue. Maintenant, on y est. Le cocktail obtenu contient les plus importants nutriments des végétaux: azote, phosphore, calcium, magnésium et potassium. Mais si les eaux de crue cessent de couler, ce limon se dépose. C'est un problème de taille, surtout si vous construisez le plus grand barrage du monde. Le précieux flot de limon du Yangtze-Kiang est bloqué par le barrage et piégé dans les lentes eaux du réservoir. Il descend rapidement vers le fond, où il s'accumule. L'envasement du Yangtze-Kiang pose un gros problème. Environ 500 millions de tonnes de limon se déposent chaque année. Ça représente environ 1 km3, de quoi recouvrir plusieurs centaines de stades. C'est gigantesque. Si ce limon reste piégé en amont du barrage, les fermiers, les pêcheurs et la faune seront privés de nutriments sur des centaines de kilomètres en aval. De plus, ces tonnes de sédiments risquent de s'accumuler et de mettre en péril le barrage lui-même. En gros, les sédiments qui se déposent dans le réservoir pourraient réduire sa capacité. Et ils pourraient même finir par affecter le bon fonctionnement des turbines s'ils montaient jusque-là. Mais les ingénieurs chinois ont eu l'astucieuse idée d'utiliser la force des eaux de crue pour chasser les sédiments du réservoir et les envoyer en aval. Ils ont installé des vannes de vidange en profondeur. Chaque vanne pèse autant qu'un bus et nécessite un puissant piston hydraulique pour se soulever. Quand les opérateurs ouvrent les vannes, les eaux de crue entraînent les sédiments piégés à travers le barrage. Grâce à cette installation, les autorités chinoises espèrent que l'amoncellement de sédiments n'affectera pas la production d'électricité avant au moins une centaine d'années. Mais cet ingénieux système de purge ne peut pas emporter tous les sédiments. Les estimations de la quantité de sédiments qui restent piégés vont de 30% pour les plus optimistes jusqu'à 60% pour les plus alarmistes. Malgré tout, les dirigeants chinois pensent que le jeu en vaut la chandelle. Ils sont convaincus que les bienfaits du barrage, une énergie propre, le contrôle des inondations, l'emportent sur ses inconvénients, même s'ils sont de taille. Maintenant que le barrage des Trois Gorges est presque totalement fini, il apparaît dans tout son gigantisme. Certaines de ces turbines ne sont pas encore entrées en fonction, et pourtant, il produit déjà plus d'électricité que n'importe quel barrage au monde. Juché sur les épaules des géants technologiques qui l'ont précédé, les Trois Gorges est le roi des barrages hydroélectriques. Jusqu'à ce qu'un autre ne soit construit, encore plus colossal. Sur National Geographic Channel. Voici la scène du crime. Nombre de coupables indéterminés. Et ils peuvent se cacher n'importe où. C'est une course contre la montre pour s'assurer qu'il n'y aura pas d'autres victimes.
Les enquêteurs reviennent en mission pour améliorer la sécurité des vols. Air Crash, ce soir à 20h40 sur National Geographic Channel. Cash Cars revient. Nos deux équipes se battent pour transformer de vieilles voitures en cash pur et dur. Génial, super. Des plus grandes prouesses aux prouesses les moins convaincantes. T'es vraiment stupide. Plus fort, plus rapide. Et cette fois, les gars dépassent même les frontières. Tu penses qu'on peut prendre un café avant de partir? Mais tu vois bien que c'est pas un café habituel. Cash Cars, la nouvelle saison tous les vendredis à 20h40 sur National Geographic Channel. L'enchantement de sa nature. L'énergie de sa culture. L'aura de sa spiritualité ancestrale. Ici, tout n'est que fascination. Laissez-vous séduire par Israël. Israël, partez plus loin que prévu. Quick. Pour les fans de cheddar, le Love Cheese crème de cheddar fondue est en ce moment chez Quick. Découvrez aussi le Love Cheese et sa crème de chèvre fondue. It's awesome. Ford Focus, avec Active Park Assist. À 14 990 €, sans aucune condition de reprise. Explorer. Se retrouver. Se faire des amis. Se lâcher. S'aimer. Être libre. Marmara, les vacances sont faites pour ça. Modissime. Optique 2000, les Modissimes. Moins 50% sur une sélection de montures de marque. Une nouvelle vision de la vie. Derrière les barreaux, la lumière ne sera plus jamais la même. Dans le dossier, il est écrit que j'ai séquestré quelqu'un pendant 22 heures. Et que pendant cette période, je l'ai tabassé, frappé avec une arme et brûlé. Il y a des tas de prédateurs ici. Ils se nourrissent de vos faiblesses. Ils attaquent les faibles. Ils fonctionnent comme ça. National Geographic Channel vous dévoile les récits les plus sombres de l'univers carcéral. Si je pouvais revenir en arrière, je le ferais. J'effacerais le passé. Et vous ouvre les portes des prisons du lundi au vendredi à 15h20 sur National Geographic Channel. Mark Hugh est un enfant de 7 ans hors du commun. À l'heure où ses petits camarades enfilent leur pyjama et se mettent au lit, lui revêt ses plus beaux habits en vue de se rendre à un concert de musique classique. Et le plus étonnant, c'est qu'il n'y va pas pour écouter, mais pour jouer. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que le concert débute à 20h précises. Il vous reste 5 minutes pour regagner vos places. Mark est capable de jouer de mémoire plus de 40 œuvres. J'aime surtout les morceaux difficiles et ceux que mon professeur me dit que je peux pas jouer parce qu'il y a trop d'octaves.
En quoi les enfants doués sont-ils si particuliers? Est-ce qu'ils travaillent plus dur que les autres? Ou bien naissent-ils avec un cerveau hors du commun? Lait? Thé? Marc et sa maman Chloé sont un peu tendus. Va aux toilettes, sinon tu vas être déconcentré. Allez. Ils partent pour le Philharmonique de Los Angeles, où Marc doit passer une audition. Quand tu auras fini le Gymnastera, tu pourras lui préciser que tu as joué avec 5 orchestres professionnels différents au cours des 12 derniers mois. Tu m'écoutes, Marc? Dis, tu m'écoutes? Marc a été convié à jouer devant Vassili Sinaïski, un chef d'orchestre de réputation mondiale. Tu lui joueras aussi le Nocturne de Chopin. Mais ne lui demande pas s'il est d'accord, parce qu'il pourrait te dire que cela suffit comme ça. Tu m'écoutes? Le maestro Sinaïski a déjà vu défiler bon nombre de musiciens talentueux. Si tous considèrent comme un rare privilège de retenir son attention 10 minutes, aux yeux d'un petit garçon, cela revêt un caractère encore plus extraordinaire. Nous avons toujours été fascinés par les enfants capables de faire des choses qu'ils ne sont pas censés savoir faire. Et c'est exactement ce qui se passe avec les enfants surdoués qui sont en avance. Ils nous surprennent parce qu'on dirait des petits adultes dans des corps d'enfants et on se demande comment une telle chose est possible. Hélène Wiener travaille avec les enfants surdoués depuis plus de 15 ans. Et aujourd'hui, elle est venue rendre visite à Marc. C'est super. Tu as des doigts très agiles. Qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? C'est évident, psychiatre. Non, je plaisante. Musicien. Raconte-moi. Comment ta maman a découvert que tu avais un don pour la musique? Un jour, dans une fête, j'ai entendu la mélodie de Maman les petits bateaux. Et je suis allée la jouer au piano. C'est vrai? Oui. Et tu avais quel âge? 2 ans. Il a joué tout le morceau, alors que je ne lui avais jamais montré comment on jouait du piano. Et il ne s'est pas trompé? Jamais. T'es un petit malin. Des histoires comme celle-ci semblent défier toute logique. Mais peu à peu, la science parvient à décrypter le mystère de ces talents particuliers qu'on appelle communément des dons. Gottfried Schlaug a commencé à jouer à l'âge de 7 ans. Il aurait pu faire carrière dans la musique, mais il a finalement opté pour la neuroscience. Ses recherches l'ont amené à scanner le cerveau de dizaines de musiciens professionnels pour tenter de découvrir comment ils produisent la puissance cérébrale nécessaire à la pratique de la musique. Il n'existe pratiquement aucune autre technique, aucune autre activité qui réclame un tel investissement cérébral. En fait, le problème se pose sous cette forme-là. Quelles sont les parties du cerveau qui ne sont pas actives lorsque l'on joue d'un instrument de musique? Les musiciens doivent pouvoir effectuer simultanément plusieurs tâches. Lire les notes, sentir les touches, bouger les doigts et écouter ce qu'ils sont en train de jouer. Gottfried a découvert que leur cerveau semblait fait pour ça, certaines régions étant plus développées que chez la moyenne des gens. Tout d'abord, le cervelet. Bien qu'il n'occupe que 10% du volume du cerveau, il se loge dans ce petit espace un plus grand nombre de cellules nerveuses que dans tout le reste du cerveau.
Chargée de coordonner les mouvements de milliers de fibres musculaires dans tout le corps, cette toute petite partie du cerveau travaille plus dur et plus vite que les autres. Sachant qu'un bon pianiste peut jouer jusqu'à 30 notes par seconde avec un rythme parfait, un cervelet plus gros lui permettrait sans doute de faire encore mieux. L'autre région du cerveau qui est plus développée chez les musiciens, c'est le corpus callosum ou corps calleux, un assemblage de tissus nerveux qui transmettent des messages entre les deux hémisphères. On comprend que cet organe joue un rôle d'autant plus important chez un pianiste qu'il doit posséder une parfaite synchronisation des mouvements côté droit et côté gauche du corps. Chaque côté étant géré par une moitié du cerveau, les deux hémisphères doivent travailler en harmonie. Si l'on a affaire à un corpus callosum plus développé que la normale, cela veut dire qu'il renferme plus de tissus nerveux et que par conséquent, il peut transmettre plus de messages et accélérer la communication. Mais pourquoi le cerveau des musiciens est-il différent? Est-il naturellement conçu comme cela ou bien modifié? Gottfried et Helen Wiener se sont associés pour chercher à savoir si c'est le cerveau qui façonne la musique ou la musique qui modèle le cerveau. Étudier des adultes ayant un don et démontrer que leur cerveau est différent n'est pas la question. Notre recherche a pour objectif de découvrir s'il existe une base cérébrale de talent antérieure à toute formation. Pour ce faire, Helen et Gottfried ont décidé de suivre 50 enfants dès leur premier jour d'apprentissage d'un instrument de musique. Regarde ces petites figures qui sourient et pose tes doigts dessus pour que ça corresponde. Tu es prête? Allons-y. 5, 4, 3, 2, 1, ta! Tous les ans, ils font le point avec les enfants, testent leur dextérité et leur intelligence. Rouge, encore rouge. Très bien. Et ensuite, ils scannent leur cerveau. Nos deux chercheurs s'aperçoivent alors qu'après seulement une année de pratique de la musique, le cerveau des enfants commence à évoluer. Les régions responsables de l'écoute et de l'analyse sont plus actives que celles des enfants qui ne jouent pas d'un instrument. Pour Gottfried, ce n'est pas une surprise. Le cerveau possède une extraordinaire faculté d'adaptation, si bien que toute personne née dans un bon environnement et bénéficiant d'un bon apprentissage est susceptible de devenir un excellent musicien. Mais pour Helen Wiener, l'entraînement à lui seul n'explique pas tout. Je suis prête à parier que les enfants les plus doués, ceux qui ont le plus gros potentiel en musique, ont dès le départ un cerveau structurellement différent des autres. Helen et Gottfried s'attaquent à un problème qui a longtemps échappé aux scientifiques et qui demeure une pomme de discorde. À savoir, est-ce l'acquis ou l'inné qui fait un génie? En 1970, la presse a révélé un fait divers survenu dans une paisible banlieue de Los Angeles. Cette histoire extrêmement poignante allait marquer un tournant décisif dans notre compréhension du développement du cerveau de l'enfant. Un travailleur social venait de découvrir une jeune fille de 13 ans qui portait encore des couches et poussait des petits cris plaintifs comme un animal. Elle avait clairement un grave problème. Elle ne parlait pas, elle était souillon, elle pouvait à peine se tenir en équilibre et marchait difficilement. L'enfant, qui s'appelait Ginny, avait vécu un véritable calvaire. On a appris par la suite, en parlant avec sa mère et en voyant certains dessins de Ginny, qu'elle était restée enfermée dans une pièce à l'arrière de la maison. Il n'y avait pratiquement rien dans cette pièce, si ce n'est une chaise percée de bébé à laquelle on l'avait attachée, entièrement nue, et sur laquelle elle restait assise jour et nuit. Quand on l'a trouvée, cela faisait 12 ans et demi qu'elle était recluse dans cette pièce. Le père de Ginny, un homme déséquilibré, voulait tenir sa fille à l'écart du monde. Monsieur Wiley, pourquoi avez-vous retenu votre fille prisonnière dans une chambre? Monsieur Wiley n'a pas de commentaire à faire. Nous n'avons pas encore discuté du chef d'inculpation ni même examiné les charges. Les parents de Ginny ont été poursuivis pour maltraitance sur mineurs avec intention de nuire. Un quart d'heure avant l'ouverture de son procès, le père s'est tiré une balle dans la tête. Mais pour Ginny, le mal était déjà fait. Elle avait passé toute son enfance dans un isolement total et son cerveau, privé de toute communication avec l'extérieur, avait subi de graves dommages. Ginny avait l'âge mental d'un enfant de 8 mois et ne savait pas parler. Mais elle offrait à la science une chance extraordinaire,
la possibilité de distinguer les effets de l'acquis et de l'inné sur le cerveau d'un enfant. La question se posait désormais en ces termes. Ginny réussirait-elle ou non à rattraper son retard? Suzanne Curtis était jeune linguiste lorsqu'elle a été amenée à s'occuper de Ginny 5 jours par semaine. C'est pour qui? C'était pénible de rester avec elle, parce qu'elle ne savait pas très bien avaler, alors elle salivait puis crachait, et je rentrais chez moi trempée de salive. Il y avait beaucoup de choses très difficiles et désagréables, mais malgré tout, elle était totalement fascinante. La façon dont elle bougeait les mains, la façon dont elle bougeait son corps, elle avait des yeux incroyablement expressifs. On aurait dit qu'il happait tout ce qu'il voyait. Suzanne découvre très vite que Ginny est intelligente et très curieuse du monde extérieur. J'avais vraiment bon espoir parce qu'elle était insatiable. Elle voulait connaître le mot associé à chaque chose. Pour elle, tout était étiqueté. Chaque objet, chaque couleur avait sa propre étiquette. Et elle voulait apprendre toutes celles qui correspondaient à des choses de son monde. C'est sombre. Son vocabulaire ne cessait de s'enrichir. Et elle était de plus en plus capable de faire des associations de mots. Par exemple, acheter, compote, pomme, magasin. Ou acheter, plus, compote, pomme, magasin. Ce qui signifiait racheter de la compote de pommes au magasin. Sur la bûche. Fais voir. Sur la bûche. Mais elle n'a jamais réussi à assimiler les petits termes d'anglais qui transforment une série de mots en une phrase grammaticale. Elle n'a jamais acquis un de ces pronoms interrogatifs comme qui, quoi, où, pourquoi, quand, ni les pronoms personnels, lui, elle, tu, eux. Cela ne faisait pas partie de son vocabulaire. Donc, même si pendant toutes ces années que j'ai passées auprès d'elle, elle a fait beaucoup de progrès dans d'autres domaines, elle n'a jamais appris la grammaire anglaise. Si Jenny n'a jamais compris les règles fondamentales du langage, c'est parce que son cerveau avait été privé d'un stade de développement très important. Dans les toutes premières années de la vie, le cerveau a pour principale fonction de s'assurer que toutes ses cellules sont correctement reliées. Et il ne s'agit pas uniquement d'établir des liaisons, mais aussi d'en couper. Un enfant de 3 ans a 2 fois plus de connexions entre les cellules cérébrales qu'un adulte. Et en plus de cela, elles sont toutes embrouillées. Pour fonctionner correctement, le cerveau doit donc décider lesquelles garder et lesquelles couper. Soit des milliards de connexions à vérifier. Le cerveau opère donc selon une règle stricte. Utiliser égale garder. Non utilisé égale coupé. Comme les parents de Ginny ne lui avaient pratiquement jamais parlé, les parties de son cerveau responsables de la grammaire n'avaient pas été stimulées et étaient donc restées définitivement paralysées. L'histoire de Ginny ne s'est malheureusement pas bien terminée. Après avoir été trimballée de famille d'accueil en famille d'accueil, elle a été violée dans l'une d'entre elles et s'est terrée dans un mutisme total. Elle vit aujourd'hui dans un foyer en Californie. Le cas de Ginny est certes un cas extrême, mais il aura au moins éclairé la science sur un point. À partir du moment où une phase critique du développement cérébral est dépassée, il n'y a plus moyen de revenir en arrière. Tant qu'il n'a pas atteint sa pleine maturité, le cerveau est à la fois vulnérable et très malléable. Tu procèdes de cette façon jusqu'à ce que ce soit vraiment pointu. Tu vois mon poignet ? La maman de Mark en profite pour lui enseigner un des langages les plus complexes au monde. Oui, ça représente une personne. 2 petits coups de pinceau. Jusqu'à ce que Mark ait 3 ans, je lui parlais exclusivement en cantonais. Il n'a pas appris à parler anglais avant d'aller à l'école, c'est-à-dire vers 3 ans. Et maintenant, je lui apprends le mandarin petit à petit. Je pense que j'ai bien fait de lui apprendre le cantonais dans les toutes premières années de sa vie, parce que c'est la langue la plus difficile à acquérir quand on est plus grand. La stimulation est quelque chose d'essentiel au bon développement du cerveau. Lorsqu'un bébé naît, il a déjà emmagasiné 12 semaines de différents sons. C'est pourquoi le premier souvenir d'un enfant est souvent lié à une mélodie. Petite, la maman de Mark rêvait de faire du piano.
Mais conformément à la tradition chinoise, c'est à son frère aîné que revint le droit d'avoir une éducation musicale. Aussi, bien des années plus tard, quand elle fut enceinte de Mark, elle souhaita lui donner ce qui lui avait été refusé et l'immergea dans un monde de musique. Pendant ma grossesse, je jouais sans arrêt le même morceau, persuadée qu'à sa naissance, il serait capable de me fredonner la 5e symphonie de Beethoven. Non, je plaisante. Mais bon, ça s'est quand même vraiment produit quand il a commencé à parler et que je l'ai entendu chantonner ces symphonies que je lui jouais à l'époque où j'étais enceinte. Chloé a mis en quelque sorte les bouchées doubles avec Mark. Mais y a-t-il un réel intérêt à démarrer aussitôt l'éducation de son enfant ? À la fin des années 60, les États-Unis étaient un pays divisé, en proie à une forte tension. Durant le long et chaud été 1967, la violence éclata dans les ghettos de plusieurs grandes villes. Beaucoup d'Afro-Américains se sentaient exclus de la société, privés d'accès aux rêves américains. Les responsables politiques tentèrent de contenir la révolte en finançant des programmes éducatifs et sociaux. Mais cela ne suffit pas. Les enfants défavorisés restaient désespérément à la traîne. C'est alors qu'en Caroline du Nord, une équipe de psychologues mit en place un projet qui pourrait apporter une solution au problème. Cette jeune demoiselle est aujourd'hui professeure. Elle enseigne à Charlotte. L'idée de Joe Sparling et de ses collègues était de s'occuper des enfants le plus tôt possible, dès leur plus jeune âge. Au début des années 70, on croyait vraiment pouvoir changer la vie des enfants et qu'une éducation précoce était peut-être le moyen d'y parvenir. L'équipe de psychologues s'est rendue dans les quartiers pauvres et a sélectionné 111 nouveau-nés pour une expérience unique appelée Abecedarian Project. Kay Gettis était adolescente et vivait dans la misère lorsqu'elle est tombée enceinte. J'avais 16 ans quand j'ai eu mon enfant et je ne savais rien de la vie de mère. Attendez, je dois avoir des photos de lui quelque part ici. Ah, les voilà. Regardez, c'est lui. Sans l'intervention des psychologues, au moment de rentrer à l'école, Meisha, le fils de Kay, aurait été très en retard par rapport aux autres enfants d'un milieu plus favorisé. Une fois que vous avez pris du retard à l'école et que l'on a commencé à vous étiqueter comme quelqu'un de lent ou qui a du mal à y arriver, les gens vous considèrent différemment. Ils attendent moins de vous. Et c'est comme ça que la lueur que les enfants avaient dans les yeux disparaît peu à peu. Craig Remy et ses collègues pensaient pouvoir briser ce cercle vicieux grâce à la science. Meisha a été inclus dans le projet alors qu'il n'avait que 6 semaines. Grâce aux 200 jeux éducatifs élaborés par les chercheurs, Joe Sparling avait de quoi occuper le cerveau de Meisha. Tu en as mis une dedans, une balle bleue. Tu l'as sortie, regarde ça. Aussi simple soit-il, chaque jeu a des intentions cachées. Pour enseigner, il est essentiel de suivre l'idée de l'enfant, parce que si l'enfant est pris par quelque chose, c'est quelque chose qu'il est prêt à apprendre. Tu vois le mien? Tu m'en donnes un pareil? Et il ne faut pas se contenter de lancer des trucs à l'enfant. Il faut se demander avec quoi cet enfant a le plus de chances d'être à l'aise maintenant. Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Et ensuite, vous lui faites faire quelque chose qui exige un tout petit peu plus de lui. Mais pour les enfants, ce n'était pas qu'une partie de plaisir. Les scientifiques avaient besoin de savoir ce qui se passait dans leur cerveau stimulé. Il faut reconnaître que l'on a sans doute collecté plus de données sur ces enfants que sur n'importe quel autre groupe d'enfants au monde. Les enfants passaient régulièrement des tests d'intelligence et leurs résultats étaient comparés à ceux d'enfants qui n'avaient pas bénéficié d'encadrement particulier.
À l'âge de 3 mois, on ne constatait aucune différence. À 6 mois non plus. À 9 mois, 12 mois, toujours aucune différence. C'est à l'âge de 15 mois que les enfants commençaient vraiment à voir le monde différemment. Les enfants stimulés apprenaient plus vite, s'exprimaient mieux et obtenaient de meilleurs résultats que les autres tests d'intelligence. À l'âge de 2 ans, les différences entre les deux groupes d'enfants étaient flagrantes. Et à 3 ans, c'était tel qu'il nous a paru évident qu'il fallait les prendre en charge bien avant qu'ils aient 3 ans. À l'âge de 5 ans, les enfants réintégraient le système scolaire, mais ils devaient revenir à intervalles réguliers pour passer des tests. Et quelle ne fut pas alors la surprise des chercheurs? Leur quotient intellectuel restait plus élevé que celui des autres. Ils étaient plus qualifiés et avaient de meilleurs emplois. Preuve indéniable qu'une stimulation précoce avait un effet durable sur leur vie. On était sur un nuage. Tous ces résultats étaient significatifs. Les tests d'intelligence n'ont jamais été un but, mais ils permettaient de montrer qu'il se passait quelque chose et que cela se traduisait par une réussite scolaire et plus tard une vie réussie. Meisha Getis est une preuve vivante de ces belles réussites. Je suis très fière de lui. Je suis fière de tous mes enfants, mais lui, il est devenu un exemple pour moi. Meisha a obtenu un diplôme universitaire et travaille aujourd'hui à New York. Grâce à l'encadrement précoce dont ils ont bénéficié, les enfants ont non seulement augmenté leur quotient intellectuel, mais ils ont aussi appris les règles de l'apprentissage du savoir. Certains de mes amis me traitent d'intello ou de grosse tête, ce genre de truc. Mais non, ce n'est pas vrai. Je suis comme eux, j'aime apprendre, c'est tout. Tout vient d'un apprentissage précoce, d'une éducation précoce, c'est sûr. Je me moque de ce que la plupart des gens disent, comme attendre d'arriver au lycée, ce genre de choses. Non, ça commence bien plus tôt que ça. Sincèrement, si je n'avais pas bénéficié de ça, je me demande ce que je serais devenu. Cela fait maintenant 35 ans que cette étude a été lancée. Et la conclusion s'impose d'elle-même, il n'est jamais trop tôt pour faire travailler son cerveau. Et cela se vérifie particulièrement avec la musique, où il est d'usage de commencer à pratiquer jeune. Mais un apprentissage précoce suffit-il à faire de l'enfant un génie? Nous assistons là au premier concert de Mark à l'âge de 3 ans. Il y a tout juste un an, il jouait Maman les petits bateaux et aujourd'hui... C'est Beethoven? Ah, maman. Non, c'est du Mozart. Non, Beethoven. Il a mis combien de temps pour apprendre ça? Pas bien longtemps. Le morceau ne fait que 4 pages. Et il n'avait que 3 ans. Oui, c'est ça. C'était une sorte de défi. Hélène Wiener pense que les enfants doués naissent avec un petit quelque chose en plus. Je suis convaincue que la plupart des enfants de 3 ans seraient incapables de jouer comme ça, même s'ils avaient suivi le même entraînement que Mark. Mark aurait-il hérité de son don? Y a-t-il un gène du génie? Do. Do. La. Fa. Mark Yu possède un don rare, l'oreille absolue. Fa, mi, ré, do. Je le sais déjà. L'oreille absolue, c'est une mémoire très bien développée, très fine. Certaines personnes ont cette faculté de mémoriser dès leur plus tendre enfance et avec précision les fréquences sonores. Elles savent comment sonne le la de référence. Mais ce qui me sidère, c'est que Chloé a dit qu'il ne l'avait jamais étudié. Majeur. Et celui-là? Augmenté. Jeff Bernstein, lui-même brillant musicien, cherche à savoir jusqu'à quel point Mark a une bonne oreille.
Pour Mark, reconnaître une note est aussi facile que de nommer une couleur. Seule une personne sur 10 000 possède ce don. Avoir l'oreille absolue ne fait pas de vous un génie de la musique, mais cela aide. Certains musiciens ont un tel talent que pour le commun des mortels, ils ont forcément hérité de ce don dans leur gène. Alors, y a-t-il vraiment un gène du génie? Robert Plomin, au King's College de Londres, recherche les gènes qui aiguisent l'intelligence. Nous comparons des faux et des vrais jumeaux pour savoir jusqu'à quel point ils sont semblables. C'est une méthode très simple qui devrait nous permettre de répondre à la question « La génétique est-elle importante ?» Pour effectuer ces recherches, Robert Plomin a engagé plus de 30 000 jumeaux à qui il fait passer une batterie de tests destinés à sonder leur intelligence. Les jeunes jumeaux élevés ensemble ayant le même environnement, Robert Plomin peut écarter d'emblée l'acquis. Il compare les résultats des tests de vrais jumeaux, génétiquement identiques, à ceux de faux jumeaux, génétiquement distincts. Toute différence dans les résultats peut alors être attribuée à l'inné. Mais quels sont les gènes responsables de cette différence? Certains jumeaux ont fait don de leur ADN afin que Robert Plomin essaie de le découvrir. Une tâche herculéenne. Voici tes gènes. Le problème, c'est qu'il existe 3 milliards de nucléotides d'ADN et peut-être des millions de différences d'ADN entre nous. Au fil du temps, Robert a collecté des échantillons d'ADN de 10 000 jumeaux. Il utilise à présent les techniques performantes de biologie moléculaire pour comparer l'ADN des jumeaux ayant d'excellents résultats au test avec l'ADN de jumeaux moins doués. Il espère que cela l'aidera à localiser les gènes responsables des différences de QI entre les enfants. Et plus il observe, plus il trouve. C'est très compliqué. Il ne s'agit pas là d'un gène qui change quelque chose de simple et physique comme les neurotransmetteurs. Ce qui est sûr, c'est que nous n'avons pas affaire à un ou deux gènes, mais à des centaines de gènes de très petit effet. Même si des centaines de gènes agissant ensemble ne donnent pas un génie, Robert Plomin pense qu'ils peuvent apporter à l'enfant une disposition particulière qui peut ensuite être éduquée. La génétique se contente de nous donner ses penchants pour rechercher des choses dans l'environnement. Ainsi, des enfants dotés de cette disposition génétique au talent pour la musique, la lecture ou le sport peuvent au cours de leur vie choisir, créer ou modifier leur environnement, de façon à favoriser le développement de leur talent. Et c'est ainsi que de petites différences au début peuvent devenir de plus en plus importantes au fur et à mesure que les enfants grandissent et suivent leur chemin dans la vie. Dire que Mark Hugh a des dispositions pour la musique, c'est être très en dessous de la vérité. C'est l'univers dans lequel il baigne, du matin au soir, 7 jours sur 7. Actuellement, il travaille son piano 8 heures par jour et assure en apprécier chaque minute. Ce qui n'était au début qu'un penchant a viré à l'obsession. Je ne crois pas qu'il est possible de faire de n'importe quel enfant un prodige. Je n'y crois pas pour 2 bonnes raisons. Tout d'abord, on ne peut pas obliger un enfant ordinaire à s'entraîner 6 heures par jour. Il ne voudrait pas et il ne pourrait pas. Il s'effondrerait. Et en second lieu, il y a bien trop d'exemples d'enfants très jeunes qui font des choses extraordinaires sans s'être jamais entraînés.
J'ai personnellement suivi un enfant de 2 ans qui demandait à sa mère de lui lire un livre. De lui lire à voix haute, en mettant le doigt sur les mots au fur et à mesure qu'elle les prononçait. Lui, il regardait et lui a demandé de faire ça tous les jours pendant 1 semaine. Ensuite, il lui a apporté un autre livre en lui demandant de refaire la même chose pendant encore 1 semaine. Au bout de 2 semaines, il savait lire. Il ne voulait plus qu'on lui fasse la lecture. Il avait percé le secret de la lecture. Les enfants surdoués ne naissent pas seulement avec une aptitude particulière, mais aussi avec une extraordinaire volonté de réussir. Mark a tyrannisé sa mère jusqu'à ce qu'elle le laisse conduire son vélo sans les roues stabilisatrices. C'est la première fois qu'il fait du vélo comme ça. Comment on fait? Vous le tenez à l'arrière, là, et vous courez. Je vois. Chloé est inquiète, et cela se comprend. Mais Mark ne veut pas qu'elle l'aide. Il veut y arriver tout seul. Merci. Les enfants vraiment doués sont leurs propres maîtres. J'appelle ça la rage de maîtriser. Certains n'aiment pas le terme de rage parce qu'ils l'associent à la colère, mais moi je trouve que ça traduit bien l'intensité. Parfois, les parents courent derrière ces enfants pour essayer de les rattraper, pour essayer de les suivre. Je pense qu'un des signes distinctifs d'un enfant surdoué, c'est cette rage de maîtriser son sujet. Comme par exemple un enfant qui veut jouer du piano et qui travaille spontanément son instrument. Un enfant que vous ne pouvez pas arracher à ses exercices. Quand il tombe amoureux d'un morceau, il y pense en mangeant, en dormant. Il a tout le temps la mélodie en tête. Il n'y a pas longtemps, il m'a dit « Maman, je ne peux pas aller me coucher ». Et quand il a fini par y aller parce qu'il tombait de sommeil, il s'est réveillé au beau milieu de la nuit et il est venu me demander « Maman, est-ce que je peux descendre travailler un peu mon morceau ?» Je voulais descendre jouer doucement, mais maman m'a surpris au moment où je quittais ma chambre. Tu préfères les morceaux faciles ou difficiles? Surtout ceux qui sont difficiles et ceux que mon professeur me dit que je peux pas jouer. Les enfants surdoués pensent et apprennent différemment des autres. Lorsqu'ils s'adonnent à leur activité favorite, ils entrent dans un état second. Je pense que motivation et grand talent sont liés. Si vous avez de grandes facultés pour apprendre, les choses vous viennent facilement, elles coulent de source. C'est ce qui arrive à chacun d'entre nous lorsqu'on est complètement pris par une activité et que l'on perd toute notion de temps. Jouer procure un immense plaisir aux musiciens surdoués. Plus ils jouent, mieux ils se sentent et plus ils sont heureux. C'est un cercle vertueux d'apprentissage accéléré. Beaucoup de parents aimeraient que leur enfant ait cette rage de tout maîtriser. Mais élever un enfant surdoué n'est pas une tâche facile. Souviens-toi comment on calcule un angle. Surtout pour une mère célibataire. Tu veux que je te montre? Chloé donne des cours à Mark à la maison depuis qu'il a 6 ans. Mon sommeil est très perturbé. Je dors en moyenne 4 à 6 heures par nuit. Tous les matins, je me réveille au moins 2 heures avant lui pour préparer les leçons et pouvoir répondre à toutes ses questions. C'est un enfant très curieux, il pose toujours beaucoup de questions, stupides ou non. Donc, la formule sera simplement 180 moins 80 divisé par 2. Mark est très en avance pour son âge. Il étudie le même programme de mathématiques que les enfants de 14 ans. S'il y a congruence entre ces deux côtés, alors il y aura aussi congruence entre les angles opposés?
Le plus gros problème, c'est qu'il a atteint un niveau de cognition très différent de celui des enfants de son âge. Quand il est avec des enfants de son âge, ça l'agace parce qu'il veut parler d'histoire ou des grands compositeurs et ils n'ont pas la moindre idée de ce qu'il veut dire. C'est pour ça que j'aime apprendre à la maison. Il a bien fallu que j'admette que mon fils n'était pas fait pour avoir une scolarité normale. Un appétit intellectuel insatiable a aussi un prix. Ils ont des problèmes à l'école parce qu'ils sont différents des autres. L'amitié est aussi un souci pour eux. Ils se retrouvent souvent isolés sur le plan social parce qu'ils ont du mal à trouver des amis de leur âge. Les enfants surdoués sont parfois considérés comme des monstres. À quoi ressemble une vie normale? Je n'en sais rien. Je sais qu'il est différent des gosses normaux parce qu'il ne regarde pas beaucoup la télé et qu'il ne joue pas aux jeux vidéo. Il passe plus de temps à lire, à aller à la bibliothèque, à jouer dehors dans le parc, ce genre de choses. C'est ça qu'il y a d'anormal, je pense. Bien qu'il soit beaucoup plus évolué que son âge, Mark a la chance d'avoir plein de petits copains. Je l'aime bien comme ami et comme pianiste parce que c'est comme ça. Je l'aime bien. On ne dit pas pianoïste. On dit pianiste. Des fois, je suis tranquillement assis sur le canapé, je fais mes trucs à moi, et lui, il arrive en trombe et il se jette sur moi. Quand on regarde Mark, on se dit que tout va bien pour lui. C'est un enfant merveilleux, qui n'est pas timide, qui n'est pas replié sur lui-même, qui est très sociable. Il est très intelligent et il le sait. Mais ce n'est pas ça qui le définit. C'est aussi un petit garçon. La seule chose, c'est qu'il voudrait que les journées soient plus longues pour pouvoir passer plus de temps au piano. Aujourd'hui, Mark fait un événement marquant, bien plus marquant à ses yeux qu'un anniversaire. À 8 ans et 34 jours, il a maintenant les doigts suffisamment grands pour couvrir 8 notes sur le piano. Il vient de franchir une étape importante. Jouer une octave. Pour un adulte, c'est quelque chose de banal. Je peux jouer sans difficulté une 10e, voire une 11e en étirant les doigts au maximum. Mais Mark, lui, attendait ça avec impatience depuis longtemps. Il y a beaucoup de morceaux qu'il ne pouvait pas jouer juste à cause de cela. Et maintenant, il va enfin pouvoir les travailler. C'est tout un univers qui s'ouvre devant lui. Mais en grandissant, il va aussi devoir répondre à d'autres attentes. Quand un enfant de 6 ans joue merveilleusement bien du piano, tout le monde trouve ça extraordinaire et applaudit. Mais quand ce même enfant atteint 18 ans, cela n'intéresse plus personne de voir qu'il a une excellente technique. Ce que les gens attendent de l'adolescent qu'il est devenu, c'est qu'il y ait de la nouveauté dans son jeu, qu'il fasse preuve de créativité. Il faut donc qu'il parvienne à passer du stade de prodige à celui de créatif. Mozart a très bien réussi ce passage. C'était un enfant prodigieux qui est devenu un créateur de génie. Mais c'est très rare. Et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord pour que les enfants connaissent trop tôt la célébrité. Parce qu'après, ils voudraient la conserver à jamais, mais c'est rarement le cas. Pour un prodige qui réussit, beaucoup d'autres abandonnent en chemin. La puberté s'annonce un gros obstacle à franchir, et ce n'est pas uniquement les hormones qui posent problème. En effet, à cet âge, le cerveau refait le ménage dans les connexions, gardant celles qui sont actives et coupant celles qui ne le sont pas. Mais le cortex préfrontal, siège du jugement et de la maîtrise de soi, est une partie du cerveau qui se développe lentement et n'atteint sa maturité qu'à l'âge de 20 ans. Si la biologie et la psychologie se liguent contre lui,
Marc peut-il encore espérer être un jour un grand musicien ?